2 ans, je ne sais plus, 2 ou 3 ans. Donc, allez, on est parti. Donc, la Terre, c'est la 3e planète du système solaire, en partant du Soleil, évidemment. Et c'est la plus grosse des planètes telluriques, avec un diamètre de 12 756 km. Alors, sa masse, c'est 6 multiplié par 10 puissance 24. Donc, c'est 6 iota. Gravite autour, donc, un satellite naturel, c'est la Lune, d'un diamètre de 3474 km et à une distance moyenne de 380 km. Excusez-moi, mais ça marche pas. Alors, la Lune, la voilà. Donc, on est à une distance moyenne du Soleil de 149 597 870 km. Alors, ça correspond à l'unité astronomique, c'est-à-dire c'est l'unité de mesure qu'on utilise dans le système solaire, parce qu'au-delà, après, cette unité, elle serait trop petite pour mesurer les autres distances. C'est aussi 8 minutes et 19 secondes de lumière. Donc, cette planète-là, elle est ni trop loin ni trop près de son étoile, et la Terre a su développer donc des conditions de vie optimales, que ce soit végétale, animale ou humaine. Sa formation, c'était donc c'est 4 milliards 6 d'années. Ok, donc on va passer à la formation des continents. Alors, c'est vrai que depuis l'origine, les continents de la Terre, ils ont évolué. Là, c'est les continents tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, effectivement, on voit très bien la séparation qu'il y a eu depuis le début. Et donc, on va prendre cette diapo-là pour expliquer comment ça s'est passé. Donc, le Précambrien, désigne la façon informelle de la période géologique regroupant l'Aédène, l'Archéenne, le Protérozoïque dans l'ordre chronologique. Alors, c'est-à-dire c'est la très longue période de la formation de la Terre, il y a plus de 4 milliards et demi d'années. Jusqu'à 540 millions d'années, le début de l'ère primaire qui débute avec la période dite Cambrien. Donc, il y avait un seul... ah, mais je suis peut-être allé un tout petit peu... Oui, Ça marche pas. Alors, tout à fait au départ, donc, il y avait un seul supercontinent qui s'appelait la Pangée, qui est là. Donc là, on a une photo avec l'avant protérozoïque à 650 millions d'années. Donc, ce que vous voyez en foncé devant sont les terres qui existaient déjà, donc les anciennes terres, et on voit donc que des nouvelles terres se forment au fur et à mesure tout autour là. On arrive à l'ère du Dévonien, c'est 356 millions d'années. Donc, on voit déjà une petite évolution. Hein. On voit qu'ici, les nouvelles terres sont devenues anciennes, hein, puisqu'on les voit avec des couleurs vertes. Et on retrouve encore des nouvelles terres qui se forment au fur et à mesure. Alors, on a les légendes qui sont là, hein, les terres qui sont pleines, et puis les autres, les nouvelles terres, c'est celles-là. On arrive à l'ère du Carbonifère, donc là on est à 306 millions d'années. Donc il y a eu quand même une petite évolution par rapport à celle-là. Donc on commence à voir l'Afrique qui prend forme ici, là. Et quand on arrive à l'ère Permien, donc à 255 millions d'années, là on commence vraiment à voir les continents qui se forment. Donc on a l'Amérique du Sud qui est là, on a l'Afrique qui est un peu couchée qui est là, et l'Amérique du Nord, ainsi de suite. On doit avoir un petit bout de l'Europe ici. On va passer à la suivante. Ça changer si c'est bon.
Alors, l'ère du Mésozoïque à 200 millions d'années. Donc là, on voit déjà qu'on a des séparations des continents. Donc on va les voir ici. Là. On voit aussi la superficie s'élargir. Donc on a des terres qui vont monter jusqu'au pôle Nord, alors que tout à l'heure, on n'avait rien au pôle Nord. Hein. Et quand on arrive à l'ère du Jurassique, donc à 145 millions d'années, là, on voit vraiment les continents qui se séparent au fur et à mesure. Donc, on retrouve l'Amérique du Nord, là. On a encore l'Amérique du Sud qui est accrochée à l'Afrique. On a l'Australie qui est là. Et donc là, on commence vraiment à voir les formes de la Terre qu'on connaît. Alors, quand on voit l'évolution qu'il y a eu jusqu'à présent, on peut imaginer que dans un monde futur, donc à plus de 50 millions d'années, on va retrouver donc un paysage comme ça. C'est-à-dire que on va s'écarter encore davantage par rapport à ce qu'on avait ici, là. Et on imagine qu'à 250 millions d'années, tout va se regrouper de nouveau, puisque on a des plaques tectoniques qui rapprochent les terres. Voilà, ça, on va arriver ici. Donc la vie sur Terre, donc on va prendre ça dans l'ordre chronologique. Si on a la Terre ici à 4 milliards et demi d'années, donc on a retrouvé la première vie, donc on a vraiment des microbes qui apparaissent tout à fait au départ, là. À moins 3 milliards et 8 d'années, on a des prokaryotes qui sont là. On arrive à 2 milliards 1 d'années, on a les eucaryotes. Après, il faut attendre un moment, on arrive à la faune du Burgess à 550 millions d'années. Et là, on commence à voir toute forme de vie dans l'eau encore, évidemment, mais avec pas mal de différences. C'est-à-dire que là, on va avoir une diversité qui est vraiment, par rapport au début, là, qui commence à se voir au niveau de l'eau. On a la sortie de l'eau qui se fait à moins 430 millions d'années. Alors, là, effectivement, on retrouve je dirais les premiers crocodiles, choses comme ça. Enfin, ça y ressemble un peu. Ça n'a pas encore la forme du crocodile, mais c'est les premiers bestioles qui marchent en dehors de l'eau. On retrouve nos dinosaures ici à 230 millions d'années, donc sur une grande période. Et pratiquement en même temps, on retrouve des mammifères donc, qui viennent enrichir la population. Et les premiers hommes, donc les hominidés, on les retrouve à moins 7 millions d'années. Alors, au jour d'aujourd'hui, on est, je dirais, au niveau de vie humaine, on est à plus de 7 milliards d'habitants. Et nous serons donc, en 2030, environ 8 milliards et demi d'humains sur Terre. Donc, ça fait quand même pas mal de monde. Et je dirais que la vie, ça progresse à une vitesse vraiment grand V. C'est-à-dire que plus le temps passe et plus la vie elle se développe donc au niveau des humains. Donc apparemment il y a des gens qui procréent facilement. On va prendre le schéma de la structure de la Terre, donc juste pour vous donner donc une idée de comment la Terre elle est conçue. On trouve la croûte, la première croûte terrestre, donc d'une épaisseur de 35 km, puis on a un manteau supérieur qui fait 650 km d'épaisseur.
On a le deuxième manteau, donc un manteau inférieur qui lui, il fait 2200 km d'épaisseur. On a le noyau externe liquide qui fait 2200 km d'épaisseur. Et puis on a un noyau interne solide de 2000 km de diamètre. Alors là, on a la coupe de la Terre. Donc on retrouve donc notre croûte terrestre qui est ici. Alors la croûte terrestre, hein, c'est surtout de la roche, de la silicate, des oxydes, des choses comme ça. Bon, il faut savoir que 70% de la surface de la Terre est recouverte. Donc là, on retrouve nos deux manteaux, hein, le manteau qui est supérieur et le manteau inférieur. C'est de la roche qu'on appelle péridotite. On a le noyau externe liquide. Alors, c'est la partie liquide du noyau, donc c'est du fer et du nickel en fusion. Et puis après, on trouve le noyau solide interne. C'est ça. Donc, ça va nous donner la diapo suivante. Alors, ce système-là, donc d'avoir un noyau donc solide au milieu et un noyau liquide à l'extérieur, ça va nous donner un effet de magnétosphère. Alors, qu'est-ce que c'est que la magnétosphère? Ça va être... Voilà. Alors, par contre, il y a une chose que je n'ai pas dit. Dans le noyau, donc le noyau solide qui est en plein milieu, ce noyau solide, il tourne dans le même sens que la Terre, mais par contre, il tourne plus vite que la Terre. Et le noyau liquide, lui, par contre, il tourne en sens inverse. Et c'est ce qui nous donne donc ce champ magnétique hein, qu'on appelle la magnétosphère. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette carte-là, la magnétosphère n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'elle va être beaucoup plus importante au pôle que, par exemple, au niveau de l'équateur, ou, vous voyez, au niveau de l'Amérique du Sud, hein, par exemple, la magnétosphère, il n'y en a pratiquement pas. Enfin, elle est faible, que là, quand elle est rouge, ben là, on a un champ magnétique qui est très important. Alors ça, c'est dû au vent solaire. Et ouais, c'est surtout dû au vent solaire. Alors, comme vous pouvez le voir, donc c'est le noyau donc intérieur et le noyau liquide, c'est ce qui nous donne donc ce phénomène de dynamo d'autoxicité. Vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment, hein, parce que je sais qu'après les questions à la fin, on les oublie. Donc, si vous voulez m'arrêter, il n'y a pas de problème. Alors, on va parler de l'atmosphère. Donc, l'atmosphère, c'est l'enveloppe gazeuse retenue par l'attraction terrestre. Suivant les variations de sa température, on distingue plusieurs couches superposées. La troposphère, de la surface de la Terre jusqu'à une altitude de 8 km, entre 8 km et 18 km, la température y décroît avec l'altitude. Elle se compose principalement d'azote à 70% et d'oxygène de 21%, avec quelques concentrations d'autres gaz. Puis on trouve la stratosphère, entre 15 et 50 km environ. Alors la température, là, elle augmente avec l'altitude. Elle contient de l'ozone. Alors on va en parler tout à l'heure, ce que c'est que l'ozone. Puis on a la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère qui viennent ensuite avec la disparition progressive de tous les gaz jusqu'à la quasi-totalité. Passer à la diapo suivante. Alors, la couche d'ozone, donc elle est essentielle au vivant. Là, c'est vrai que depuis 50 ans, elle s'est nettement dégradée sous l'effet des émissions de gaz industriels.
Alors, on parle de trous dans la couche d'ozone lorsque la valeur de la colonne intégrée en ozone est inférieure à 220 unités d'Opsol. La valeur normale étant de 300 unités d'Opsol. On va passer sur celle-là. Alors, il y a eu un protocole de signé à Montréal. Il a été signé en 1987. Donc, la couche d'ozone se reconstitue lentement parce que justement, ce traité a permis de stopper ou d'arrêter progressivement les émissions de SAO. Alors, SAO, ça veut dire quoi? Ça veut dire substance appauvrissant l'ozone. Alors, on va parler des mouvements de la Terre. Alors, deux mouvements sont principaux sur ce phénomène, et ces deux mouvements, ils sont affectés aussi par d'autres mouvements annexes provenant de diverses influences. Donc, on peut en différencier 11, donc on va en citer que quelques-uns, mais tout ce qui n'est pas dans le diaporama, vous les aurez en annexe, je les mettrai sur Dropbox, donc vous aurez tous ces documents en annexe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi ça a pu bouger ici? Alors, on va parler donc de la rotation. La rotation, donc, c'est le jour sidéral. C'est le mouvement qui s'effectue en 23 heures, 56 4 secondes et 9 centièmes. Donc, c'est assez précis. Autour de l'axe polaire. Alors, ce mouvement, il n'a pas la même vitesse partout dans le coin du globe, hein, puisqu'à l'équateur, on a 475 mètres secondes, alors qu'au pôle, c'est 368 mètres secondes. La révolution, c'est le mouvement qui s'effectue en 365 jours, 5 heures et 48 minutes. Donc, la courbe qui en résulte, c'est un mouvement allongé, appelé ayant sensiblement la forme d'une ellipse. Alors, un exemple d'un autre mouvement, c'est le mouvement entraîné par le Soleil. Le Soleil qui s'enfuit vers la constellation d'Hercule à la vitesse de 20 km par seconde, soit un voyage de 630 millions de kilomètres par an. Alors, nous venons de la région du Grand Chien et nous voguons vers Xi-Ir, vers un point nommé l'apex solaire. Donc ça, c'est un mouvement supplémentaire. La Voie lactée est en rotation sur elle-même, ce qui donne un mouvement supplémentaire. Donc, effectivement, on en compte 11 qu'on peut différencier au fur et à mesure. Donc, c'est ce que je vous disais, vous les aurez sur les annexes. À chaque fois, j'appuie là-dessus, moi, ça ne va pas le faire. Alors, on va parler du fuseau horaire. Donc, le 0, il est situé à la hauteur de Greenwich. Alors, pour des raisons pratiques, ces fuseaux horaires ont tendance à suivre plutôt les frontières ou leur subdivision. Et généralement, donc, il est différent du temps universel coordonné. Un nombre d'heures entier, mais quelques-uns sont décalés de 30 voire 45 minutes. Aux latitudes élevées, certains pays font usage de l'heure d'été, comme en France d'ailleurs, pendant une partie de l'année, modifiant ainsi le fuseau horaire de la région, évidemment. Alors, UTC, c'est le temps universel coordonné, c'est le temps atomique international et c'est l'heure de référence. Elle correspond aussi à GMT, Greenwich Mean Time, et à l'heure Z Zulu. Lorsqu'il est 0h UTC, il est minuit à Greenwich, en Angleterre, sur le méridien de longitude 0. Où le TAI, c'est le temps atomique international. C'est une échelle de temps basée sur la définition de la seconde et élaborée à l'aide d'horloges atomiques. TU, c'est le temps universel directement lié à la rotation de la Terre, donc légèrement variable, puisque la Terre, elle ne tourne pas toujours comme
on est sur une ellipse et puis elle ne tourne pas toujours à la même vitesse, donc ce temps-là, il est toujours un petit peu variable. C'est bon jusque-là? Alors, on va passer à la diapo suivante. Donc là, on a la pendule de Greenwich. Hein, donc, comme vous pouvez voir, elle est graduée donc, sur 24 heures. Hein, et c'est elle, donc, l'heure de référence. Donc, on va parler de la longitude. La longitude, donc, est donnée par les méridiens. Tous les points de la Terre, donc situés sur le même méridien, ont la même longitude. En chacun de leurs points, tous les méridiens sont perpendiculaires au parallèle. Par ailleurs, ils sont tous de la même longueur, égale à 20 003,932 km. La circonférence par les deux pôles, donc c'est multiplié par 2, donc c'est 40 007,864 km. Par convention, il existe sur Terre 360 méridiens séparés d'un degré d'arc. Le méridien donc, de Greenwich, c'est le méridien 0, servant de référence à 180 degrés de l'heure 0. Parce qu'en fait, quand on change de jour, l'heure 0, il est donné donc en face du méridien 0, donc à 180 degrés, donc de l'autre côté. Et en fait, on a fait ça parce que de l'autre côté, il y a très très peu de terre. Donc, c'est moins gênant que si on était de ce côté, en plein milieu d'un continent, par exemple, pour changer l'heure. Alors, la latitude est donnée donc par les parallèles qui sont perpendiculaires au méridien. Hein, dans l'autre sens, ça marche aussi. Hein. Leur périmètre est d'autant plus petit qu'ils se rapprochent des pôles et éloignés de l'équateur. Donc, la longueur de l'équateur est de 40 076 km au pôle 0. Alors, si on se souvient tout à l'heure de la circonférence par les deux pôles, on était à 40 007,864. Donc, la Terre, elle est légèrement aplatie de 70 km. Alors, on va essayer d'expliquer cette diapo-là. Je ne retrouve plus ma souris, si elle est là. Alors, là, on a l'équateur, donc on est à 0 degré. D'accord? Si je vais à un pôle, donc que ce soit le pôle nord ou le pôle sud, hein, je retrouve mes 90 degrés. D'accord? Alors, évidemment, donc plus on se rapproche des pôles, plus on a donc l'angle qui est ouvert. Si on prend donc le tropique du Cancer, on est à 23 degrés 26 minutes. Le cercle arctique, on est à 66 degrés 34 minutes. Donc, quand c'est la partie nord, donc on marque un N derrière. Si c'est la partie sud, on marque un S derrière. Donc, on sait dans quelle partie on se trouve de la Terre. Hein. Si on dit 23 degrés 26 S, donc on sait qu'on est dans l'hémisphère sud. Si on dit 23 degrés 26 minutes nord, on sait qu'on est dans la partie nord. Donc, les parallèles, donc c'est toutes les lignes qui sont à l'horizontale. Hein. Donc, ça va être celle-là, ça va être celle-là, vous voyez. Donc, là, on en a mis 2 comme exemple. Et les méridiens, donc, on en a mis 2 aussi, sachant que le méridien, donc, 0, donc, c'est celui qui passe à Greenwich, hein, le voilà. Donc, il passe en France aussi, hein, on va pouvoir en parler tout à l'heure. Bon, là, je crois que j'ai tout dit là-dessus. On va passer là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc un parallèle qui passe en France et il passe en France et Franck, tu dois savoir qu'il passe pas loin de chez toi là-bas à Niort, puisque la latitude de la ville de Niort, donc elle est à 46 degrés 19 minutes 23 secondes 27 centièmes. Et la longitude, par contre, elle est à 0 degré 27 minutes 31 secondes 57 ouest. Donc ça veut dire qu'on est
à l'ouest donc de Niort. Donc vous voyez, elle passe là. Niort est là. Effectivement, Franck, il peut dire qu'il est pratiquement sur le méridien 0. Ouais, mais du côté obscur. Je sais pas. Si tu le dis, je sais pas. Voilà, donc pour les méridiens et les parallèles. On va parler des 3 crépuscules. Alors, on a 3 crépuscules. Alors, le crépuscule civil, donc, c'est lorsque le soleil se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon. Donc, à ce moment-là, le ciel est encore très éclairé. Il est tout rouge et aucune étoile n'est visible. Pour tout le monde, c'est le crépuscule. Puis on a le crépuscule nautique. C'est lorsque le soleil se trouve à 12 degrés sous l'horizon. À ce moment, le ciel est sombre, les lueurs rougeâtres du soleil ont disparu, les étoiles les plus brillantes commencent à apparaître dans le ciel. Nous l'appelons le crépuscule nautique parce que les marins se dirigent et se repèrent avec les étoiles. Et puis on a un 3e crépuscule, c'est le crépuscule astronomique. C'est lorsque le soleil se trouve donc à 18 degrés sous l'horizon. À ce moment, le ciel est parfaitement noir, aucune lueur n'est apparente dans le ciel et pratiquement toutes les étoiles sont visibles. C'est le moment idéal pour observer le ciel en totalité et donc c'est l'heure des astronomes et là on peut effectivement contempler le ciel. Alors, on a un petit dessin qui nous permet de comprendre si on n'a pas compris la diapo d'avant. Donc, 6 degrés, ça nous donne 24 minutes donc de l'horizon. Donc, quand le soleil il commence à prendre l'horizon. 12 degrés, ça correspond donc à 48 minutes. On arrive ici. Et 18 degrés, on arrive à 72 minutes. Donc, c'est le crépuscule astronomique. Alors, on va parler de l'inclinaison de la Terre. Alors, on va commencer déjà par ça. On va prendre donc la direction donc, de l'orbite. Donc, la Terre, elle tourne du côté est à ouest, comme ça, dans ce sens-là. OK? On est donc perpendiculaire ici, et si on regarde bien, donc notre pôle nord, il est là, donc on a une obliquité qui se fait par rapport au pôle nord. Donc cette obliquité-là, elle est d'environ 23 degrés. Bon, elle peut varier entre 22,1 et 24,5, mais bon, on va dire qu'elle est à 23 degrés. Donc l'équateur céleste, c'est quoi en fait? C'est notre équateur terrestre, donc c'est le reflet de l'équateur terrestre dans le ciel. Et donc là, on trouve le plan de l'écliptique. Donc effectivement, notre Terre est toujours dirigée sur le même pôle, mais par contre tourne dans ce sens et tourne autour du Soleil comme ça. Effectivement, c'est plus facile à expliquer avec un globe à la main que sur une diapo. Et en fait, c'est ce qui va nous donner donc nos saisons, surtout ici et ici. Évidemment, l'équateur, on n'aura pas de saison, mais par contre, dans cette partie-là, on aura des saisons. On va aller un petit peu plus loin. Donc là, les saisons, vous les connaissez, il n'y a pas de problème. Donc, on va essayer d'expliquer ça. Donc, étant donné que la Terre donc, elle a cette inclinaison, on va dire qu'à la position, donc à une position de l'année, évidemment, les rayons ne vont pas arriver de la même manière si la Terre, que ce soit le printemps ou l'été. C'est-à-dire qu'à cette position de la Terre, donc les rayons ils vont arriver ici. Donc, on va éclairer cette partie-là. Donc, vous voyez, le Soleil va éclairer cette partie-là.
plus que dans l'autre sens, par exemple, si j'avais l'inclinaison qui était dans l'autre sens. Hein. En fonction donc de la position de la Terre dans l'année, eh ben, on ne va pas éclairer la Terre de la même manière. Alors, c'est vrai qu'avec un globe, c'est plus facile à expliquer que sur une diapo. On va passer là. Donc, c'est ce qui va nous donner aussi donc, des équinoxes, l'équinoxe de printemps, l'équinoxe d'automne. Donc, ça veut dire que là, à une certaine position, c'est-à-dire que le 21 mars, par exemple, et puis le 20 septembre, on se retrouve à éclairer, donc le soleil va éclairer la Terre comme ça. À cette position, elle va l'éclairer comme ça. Par contre, quand on est en solstice d'été, donc ça va être comme ça, le solstice d'hiver, ça va être dans l'autre sens. C'est-à-dire que les saisons, elles vont changer. Hein. Là, ça va être donc le jour le plus long de l'année, hein, et ici, en hiver, ça va être donc c'est la nuit qui est la plus longue de l'année. À notre position, nous, évidemment, c'est-à-dire que nous, on est positionné ici, ça va être à la moitié entre donc 45 degrés, hein, c'est à peu près la moitié entre le 0 et le 90 degrés polaire. Oui. Oui, alors tout à fait, oui, ils ont un solstice d'été et puis d'hiver, mais pas en même temps que nous. C'est-à-dire, si nous, on l'a le 21 juin, eux, ils vont l'avoir, ça va être en mois de décembre. Donc, logiquement, à l'équateur, en fait, c'est tout le temps l'équinoxe. Voilà, à l'équateur, on est éclairé toujours pareil, hein, puisque l'inclinaison, elle est toujours identique. Alors, c'est vrai que c'est plus facile à expliquer avec un globe à la main, hein, parce que si on dirige donc le globe sur une lumière, effectivement, on va dire, tiens, ça c'est l'étoile polaire, donc on va le diriger comme ça. Et si je fais tourner donc autour d'un autre axe, on voit très bien que le soleil ne va pas éclairer la Terre de la même manière, hein, que ça soit à une position donnée plutôt qu'à une autre. C'est bon pour vous? Alors, on va parler des marées. Alors, deux effets sont en jeu. Hein. On a la force gravitationnelle exercée par l'astre proche, donc en l'occurrence, nous, c'est la Lune, et puis la force centrifuge liée à la rotation de la Terre sur elle-même. Donc, la Lune attire la Terre, donc la Terre attire la Lune, hein, puisque chaque masse attire quelque chose. Hein. Comme on a l'onde qui tourne autour de la Terre, va attirer un petit peu la Terre. Donc, et là, comme l'eau est mobile, donc va se déplacer et se déformer. C'est-à-dire que quand la Lune elle est là, eh ben, je vais avoir un bourrelet donc d'eau, hein, qui va venir ici, puisque ça va être attiré par la Lune. D'accord? Et puis en face, on va retrouver le même bourrelet. Pourquoi? Parce que là, la flotte, elle est moins attirée. Donc, on va retrouver un bourrelet ici et un bourrelet de l'autre côté. OK? Donc, le Soleil attire également la Terre. Donc, on va avoir deux attractions. On va avoir l'attraction de la Lune qui est là et l'attraction du Soleil qui est là. Donc, on va prendre cet exemple-là. C'est-à-dire, si on a donc le Soleil plus la Lune qui attire l'eau, donc on va avoir un double bourrelet. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus prononcé. On cumule les deux attractions. Donc là, c'est ce qu'on va appeler les marées de vives eaux, hein, ou les très grandes marées. Quand on a donc le Soleil d'un côté ou la Lune de l'autre côté, donc là, on retrouve le même phénomène. C'est-à-dire qu'on va avoir une attraction de la Lune qui est à droite
et une attraction du Soleil qui est à gauche, on va se retrouver avec des bourrelets, pareil, qui sont très importants. D'accord? Par contre, si on est à 90 degrés, hein, c'est-à-dire si on a la Lune qui est là et puis le Soleil qui est là, on a les effets donc gravitationnels qui se contrecarrent. Et là, donc, on a des marées mortes. Hein, on va avoir des bourrelets qui sont plus ou moins voilà, importants. Alors, la Terre tournant sur elle-même en 24 heures, hein, on pourrait s'attendre à avoir une marée de chaque type toutes les 6 heures. Or, en une journée, la Lune s'est déplacée autour de la Terre. En un tour, la Lune elle fait donc le tour de la Terre en 27 jours, 3. On observe donc un décalage de 53 minutes d'une journée sur l'autre. Voilà. Alors, la formule, donc, c'est vitesse de la Terre, c'est 24 heures multipliées par 60, donc on va avoir 1440 minutes, divisé par 27 jours, 3, donc la rotation de la Lune, c'est ce qu'on trouve à peu près 53 minutes de retard. Hein. Donc la formule, c'est ça, hein, 24 heures par 60, divisé par 27,3. L'amplitude des marées ou marnage dépend aussi fortement du relief du fond marin et des obstacles, donc les continents, les côtes, les estuaires, les presqu'îles. Alors, selon la région du globe, on obtient des marées de type diurne. C'est une marée basse et une marée haute par jour, ou semi-diurne, 2 hautes mers et 2 marées basses par jour, voire des marées mixtes. Alors là, on va parler des mers et des océans. Donc, la surface du globe, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, est recouverte d'eau de 72% environ. Donc, on va retrouver ici les océans et puis les mers les plus importantes. Alors, là, c'est pareil. Dans les annexes, hein, je vous aurais mis pratiquement tous les noms des mers et où elles se situent avec leur superficie et tout. Alors là, donc on va dire l'océan Pacifique, hein, c'est le plus, c'est la plus grande étendue d'eau, hein, puisqu'elle a 166 millions, 2 km². Puis on trouve l'Atlantique, hein, avec 106 millions de mètres carrés. L'océan Indien à 75 millions de kilomètres carrés. La superficie de l'océan austral ou l'océan Antarctique, c'est 20 327 000. La superficie de l'océan Arctique est très impressionnant avec 14 millions quand même, donc c'est relativement grand. Puis on trouve la mer de Chine avec 3,5 millions, la mer Sargasse avec 3,5 millions aussi, et après on trouve la Méditerranée avec pratiquement 3 millions de kilomètres carrés. On va parler des plaques tectoniques. Donc l'écorce terrestre n'est pas homogène, elle est constituée de plaques qui flottent à la surface et qui dérivent en se frottant les unes contre les autres. Le moteur qui est à l'origine de ce mouvement est le phénomène de convection qui se produit à l'intérieur du manteau terrestre. Alors, à l'intérieur de la Terre est composé de roches faiblement radioactives, dont la désintégration produit de la chaleur. Les du manteau deviennent donc chaudes et se mettent à monter à la surface sous l'effet de la force d'Archimède. Plus c'est chaud, moins c'est dense et ça monte. Une fois à la surface, ça refroidit, la matière replonge vers les profondeurs. Plus c'est froid, plus c'est dense et ça descend. Alors, le système s'organise de telle façon, j'étais un peu vite, alors,
Alors, le système s'organise de telle façon que les zones stables apparaissent donc à certains endroits. La matière donc monte, ce sont les dorsales, et d'autres endroits elle redescend, ce sont les zones de subduction. En surface, la matière est simplement translatée des dorsales vers les subductions. Sous l'effet de refroidissement de cette matière devient cassante. Donc là, on a donc une photo du globe, planisphère, et on retrouve donc les contraintes qu'on a, donc les limites convergentes, divergentes et les mouvements des plaques. Donc là, par exemple, on a les mouvements des plaques, donc on a une plaque qui arrive comme ça, et vous voyez donc qu'est-ce qui bouge et dans quel sens ça bouge. Là, par exemple, les limites convergentes, hein, ça doit être tout ça, ça doit être cette surface-là. Donc on voit que toute la surface de l'Amérique de l'Ouest, hein, voilà, c'est là. Ok. Oui, donc nous, on a. Et les Alpes, par exemple, là, elles poussent comment du coup? Parce qu'on... Eh bien, là, attends, je vais peut-être passer à la diapo sur devant. Non. Alors, Ah oui. ouais, ben, on la retrouve là, en fait. On a un mouvement. Attends, je reviens ici, peut-être. Ah, Donc, c'était celui-là, ouais. effectivement, là, on a quelque chose, oui. Donc, les Alpes, effectivement, on a quelque chose qui pousse dans ce sens-là. Donc, effectivement, ce sont des dorsales. Donc, c'est ce qui fait nos montagnes, hein, qui sont comme ça. Les dorsales, c'est l'inverse, c'est là où les zones s'écartent. Non, les dorsales, c'est là. Attends, bouge pas. Je vais envoyer la diapo. Voilà. C'est comme ça que ça Ah marche. bon? En fait. Moi, je crois que c'était l'inverse, moi, tu vois. Voilà. C'est-à-dire que quand deux plaques elles se rejoignent comme ça, là, donc on a ce phénomène qui font monter donc là quand on a une collision par exemple, hop, on a un phénomène qui font monter ici. Parce que moi, j'avais toujours appris que les dorsales, c'était l'endroit où justement t'as le magma qui sort finalement en permanence. C'est là où les deux plaques s'écartent. Non, c'est le contraire. Moi, je comprends le contraire. Donc, après, je sais pas. Là, tu vois, par exemple, on a une plaque australo-indienne et la plaque africaine. Ben là, tu vois, on a une dorsale. Donc, c'est quelque chose qui monte là. Ah ouais. Hein? Ah, franchement, je vois, c'est curieux. Mais alors, du coup, là où les plaques s'écartent, ça donne, c'est quoi du coup? C'est Ça fait quoi? les subductions. Collision, subduction, Subduction. les variantes horizontales d'épaisseur. Alors, là, on trouve donc la sténosphère. Donc là, c'est une partie qui est plus fragile, moins dure que la lithosphère ici, par exemple. Donc, c'est pour ça que ça bouge. On a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Donc là, on a la croûte continentale. Là, on en a une autre. Donc, ça va se rapprocher comme ça jusqu'à aller à la collision qui est là. Ah, oui. Donc ça, c'est pour les flèches bleues sur la carte, là, et les flèches vertes, du coup. Voilà, c'est ça. Alors, les flèches vertes, là, c'est quand ça s'écarte. Voilà, là, ça s'écarte et là, ça se rapproche. D'accord. Alors, on voit le sens des flèches, hein, de toute façon. Ça s'écarte, il y a de la matière qui remonte, donc ça fait des montagnes. Ah, Ici, d'accord. Moi, je crois que c'était les collisions qui donnaient les montagnes, ouais, justement. Bah, les deux. Ah. T'as le magma qui remonte là, quand ça s'écarte, Tu vois, et ça je alimente. suis Ça un titre, s'écarte, il n'y a pas un trou béant, hein. Il y a bien quelque chose qui remonte. Eh oui, mais justement, il me semblait que... C'est vrai que c'est bizarre, je sais pas où tu as trouvé ça. Je fais une petite recherche en parallèle parce que ça m'intrigue, là, cette histoire. Ouais. Tiens, regarde, t'as Wikipédia, c'est écrit. Ouais. Notre ami Wikipédia. Oui, on en a beaucoup des amis comme ça. Là. Un beau dessin. Moi, je romps plus avec Google. Alors, quels sont donc les mouvements des plaques
lithosphérique et quelles sont les conséquences. Donc, là, dans la théorie donc, de la dérive des continents, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure au départ, les continents étaient donc réunis en un seul continent qui s'appelait la Pangée, il y a plus de 200 millions d'années, et ensuite donc une dislocation de la Pangée et les différents continents ont dérivé. Ok, on va passer au volcan, puisqu'on en a parlé là. Ouais, tu vois, c'est bien ce qu'ils disent. Pour la tectonique des plaques, une dorsale océanique est une frontière de divergence entre deux plaques tectoniques. Ouais. Donc c'est divergence, donc du coup c'est pas une collision, c'est une divergence. C'est bien ce qui me semblait. Donc une dorsale, alors ça monte pas, ça descend. C'est ça? Non, c'est pas ça, ça fait quand même des montagnes, mais en fait, si tu veux, les montagnes, elles s'écartent au fur et à mesure. Ah oui, d'accord. Oui, oui, eh ben, le fait donc que ça se rapproche, ben, c'est une collision, donc effectivement, à un certain moment. La dorsale n'est pas une collision. La dorsale, c'est des montagnes qui sont générées par le magma qui remonte, mais comme les plaques s'écartent au fur et à mesure, la montagne ne monte pas plus haut, si tu veux. D'accord. Bon. Et la dorsale, c'est bien la zone où les plaques s'écartent. Alors j'avais peut-être mal compris au niveau de l'explication. On parle des volcans. Donc, ben là, c'est le volcan le plus proche qu'on a. Alors, c'est pas en France, mais c'est en Italie. C'est l'Etna. Vous voyez la ville de Catane qui est juste là. Et donc, c'est un volcan qui est vachement actif, hein, puisque périodiquement, donc, il rentre en éruption. Et on voit de très, très belles éjections qui sont sur cette photo. Alors, on va expliquer un petit peu la coupe d'un volcan. Donc, un dike, je ne sais pas comment ça se prononce, si c'est dike ou dike, je ne sais pas. Donc, c'est une lame de roche magmatique qui est infiltrée dans les fissures à travers les différentes couches de roche. Un cil, c'est un filon, donc une couche de roche magmatique souvent horizontale qui s'est infiltrée entre deux couches les plus anciennes et de roches sédimentaires. C'est de la roche volcanique le long de la foliation d'une roche métamorphique, roche qui a subi une transformation minéralogique, structurale à la suite d'une élévation de la température et de la pression. Donc c'est ça, ici. Donc là, on trouve une cheminée, le magma qui est là. Là, c'est un cratère secondaire, mais bon, le cratère le plus important, c'est celui-là. Et c'est là qu'ils sortent donc et des gaz et des cendres. D'accord? Alors, on va en voir plusieurs. Il y en a qui sont très très proches, hein, comme volcans. Et puis, il y en a qui sont légèrement plus différents. Hein, ils ont leur spécificité. Donc là, on retrouve à peu près la même coupe que ce qu'on vient de voir. Là, c'est le type vulcanien. Alors, tout ce que vous voyez ici, donc là, on a un panache volcanique, les lapillis, on retrouve donc la pluie des cendres, tout ça, et les coulées de lave qui sont au flanc de la montagne. Le strombolien, donc il est à quelque chose près, c'est à peu près le même type de volcan. On trouve le type plinien. Alors, le type plinien est aussi nommé supercanon, qui vient aussi du nom de Pline le Jeune, qui a décrit l'éruption du Vésuve en 79. Le type plinien désigne un volcanisme explosif accompagné de l'émission de panache très dispersés. Donc, c'est ce qu'on voit ici, cette espèce de panache qui est énorme. On trouve des volcans aussi sous-glaciaires, c'est-à-dire que ils arrivent à percer donc la glace qui est là, et ça dégage surtout de la vapeur. On a des grands panaches comme ça, mais bon, on a très peu de lave à ce niveau-là, hein, c'est surtout de la vapeur. On a le type phréatique aussi.
oui. Ça va bien. Je suis peut-être un tout petit peu loin. Donc, c'est la lave au contact de l'eau dégage de la vapeur. Hein. C'est surtout donc de la vapeur, puisque la lave, elle n'arrive même pas à sortir. En fait, on voit surtout de la vapeur qui sort ici, puisque la lave, elle traverse donc l'eau qui est là. Donc, on a une explosion qui se fait et on a surtout de la vapeur. Alors, on a ce type-là aussi, c'est le surtésien. Donc là, c'est caractérisé par l'émission de cendres fines résultant d'un contact explosif entre le magma et l'eau de mer. On dit aussi le dynamisme surtésien, panache cypressoïde, mélange particules et fumée. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les volcans. On va parler des vents. Alors, les généralités. Donc, l'Alizé, c'est le vent régulier de la zone intertropicale. Il est du nord-est dans l'hémisphère nord et du sud-est dans l'hémisphère sud. La bise, c'est un vent froid soufflant du nord ou du nord-est. On a le grain blanc. Il est soudain et extrêmement violent, dont les orages qui le provoquent sont visibles par l'observateur en mer. On a le nordé, c'est un vent froid du nord-est dans l'hémisphère nord, chaud dans le sud du sud. Il est nommé aussi le norté. Le norois, c'est un vent du nord-ouest et le surois, c'est un vent du sud qui apporte de la chaleur et du beau temps. Alors, on a 4 grandes familles de vents. On a l'intertropical, le subtropical, le tempéré, froid, et puis le climat de haute montagne. Donc, ce qu'on retrouve sur cette carte-là, donc on a des hautes pressions qui sont là et des pressions légères qui sont là. On en a ici, par exemple. Donc nous, dans cette zone-là, on est donc dans une zone tempérée. On est par là. Mais en fonction donc des pays, hein, ils ont des zones qui, là par exemple, on arrive à une humidité constante. Donc ici aussi, c'est peut-être pareil. On a quelques instruments de mesure, donc c'est des vieux instruments, mais bon, qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Hein. Alors, on a la manche à air, hein, que tout le monde connaît, hein, puisqu'on les voit sur les bords des routes. Quand elle est basse comme ça, on a un vent qui est inférieur à 5 nœuds. Alors, quel T, c'est des nœuds. À 45 degrés, on est à environ 10 nœuds. Quand on est à pratiquement à l'horizontale, on est à 20 nœuds ou plus. Voilà, là on arrive à avoir quelque chose. Donc là, l'anémomètre, vous connaissez, et on a donc un baromètre et puis un tube Torricelli. Ce sont des vieux instruments, hein, ça. Alors l'échelle de Beaufort, elle est utilisée en mer, car les hauteurs des vagues n'est pas directement proportionnelle à la force du. Donc, si on prend, donc, on va prendre l'échelle 1, on a une légère brise, on a le vent, il est entre 1 nœud et 3 nœuds. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais le nœud est égal à 1 km 853 par heure. La hauteur des vagues, donc là, elle est de 10 cm. Je suis là, ouais, d'accord. Si je prends par exemple l'échelle 4, donc on a une jolie brise, le vent il est entre 11 et 18 et on a une hauteur de vague d'1 mètre, donc ainsi de suite. Hein. Donc, si on arrive ici à 12, on a donc un ouragan qui est à plus de 64 nœuds et on a des hauteurs de vagues qui sont en plus de 14 mètres. Alors, là, j'ai parlé en nœuds, mais on peut parler aussi en kilomètres heure ou en mètres secondes. Hein.
les trois formules sont bonnes. Là, on a une rose des vents. Donc, le vent, il change en fonction donc, de la direction. Hein. Si ça vient du nord, ben, c'est la tramontane. Le vent du sud, on l'a ici. On a le sirocco qui est sud-est. Oui. Le levant, on a le ponant qui est là, le suroît, le mistral, et ainsi de suite. Alors, on a quelques phénomènes observés sur Terre. Donc là, on va parler donc d'un cyclone. Alors, dans les annexes, il y aura des vidéos hein, sur un cyclone. C'est assez impressionnant. J'ai pas voulu passer les vidéos ici parce que bon, ça prend du temps et puis c'est pas aussi net que ce qu'on pourrait s'imaginer. Bon, vous les aurez en annexe, hein, tout ça. Hein. Alors, on va prendre l'exemple, donc, l'ouragan Katrina de la saison cyclonique de 2005 dans l'océan Atlantique Nord est l'un des ouragans les plus puissants de l'histoire des États-Unis. On a eu Dorian qui était le 1er septembre, donc plus proche de nous, 2019, au large des Bahamas, qui a fait pas mal de dégâts. Après son passage donc en catégorie 5, c'était son pic d'intensité. Bon, c'était quand même quelque chose. Un ouragan ou un cyclone comme ça fait du dégât. Alors là, vous avez la coupe d'un cyclone, donc dans l'hémisphère nord. Voilà comment ça se présente. Donc, il nous faut en fait deux conditions pour avoir ce type de cyclone. On a une température de la mer qui est au-dessus de 26 degrés sur 50 mètres de profondeur. Et puis, il nous faut des vents tourbillonnants et ça donne naissance donc à un cyclone. Ça peut être ouragan, typhon, tempête. En fait, c'est toujours la même chose, sauf que c'est en fonction de là où ça se situe. Ben, ça change de nom. C'est-à-dire qu'un cyclone qui est du côté de l'Amérique, hein, ça peut être un ouragan, c'est la même chose du côté de l'Asie, par exemple. Alors, là, on va expliquer un petit peu le fonctionnement d'un cyclone. Donc, un cyclone est un terme météorologique qui se désigne simplement par un système dépressionnaire en rotation. Le cyclone atteint le point de non-retour. Alors, l'air se refroidit lorsqu'il s'élève, puis plus il est froid, moins il absorbe de vapeur. L'excédent de vapeur se condense alors et se transforme en nuage. Les cumulonimbus sont happés par la pompe à air et s'enroulent en spirale autour de ce qui va devenir l'œil du cyclone. L'air froid expulsé se réchauffe en redescendant et monte de nouveau. En même temps, l'eau refroidie descend vers le fond, tandis que remonte l'eau chaude, ce qui alimente encore le tourbillon en vapeur. Le cycle recommence et c'est le point de non-retour. Donc, vous voyez le phénomène. Hein, ici, donc, on a le froid, là, on a le chaud, et donc, ça alimente cette espèce d'œil de cyclone qui est en plein. Alors là, on a une autre... Oui, pardon? Non, c'est un mot tabou. D'accord. Je pensais qu'il y avait une question. Non. Donc là, on a donc un tableau qui nous donne l'intensité des vents et la classification. Haute pression, atmosphérique, augmentation du niveau de la mer et ce phénomène donc avec les vents. Donc si on prend par exemple une tempête tropicale, on a une vitesse du vent donc entre 60 et 120 km/h. On a des rafales de vent entre 90 et 140 km/h. On a donc les pressions minimum entre 980 et 990 hectopascales.
L'onde de tempête, elle est inférieure à 1 mètre, donc les dégâts sont minimes. Mais bon, quand on arrive à avoir des cyclones de catégorie 5, hein, par exemple, donc on a une vitesse qui est supérieure à 200 km/h, on a des rafales qui atteignent les 300 km par heure, on a une pression atmosphérique de moins de 920 hectopascales, et on a une onde de tempête de plus de 6 mètres. Donc là, c'est vraiment catastrophique. C'est quoi l'onde de tempête? L'onde de tempête, eh ben, c'est les vagues. Hein. On arrive à avoir des... ouais. Alors là, ça, c'est une tornade. C'est pas un cyclone. Hein. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, la différence donc entre les termes cyclone, ouragan, hurricane, typhon, tout ça, donc n'est pas scientifique, mais bel et bien donc géographique. Alors la tornade, c'est différent parce que elle se déclenche, elle déclenche des vents très violents, contrairement au cyclone, mais ne naît pas à cause d'un état dépressionnaire. Elle prend naissance dans les nuages cumulonimbus orageux. Donc, elle prend naissance en haut et ça redescend. Et c'est ce qui nous donne donc cette espèce de tourbillon ici. Mais par contre, la tornade, c'est sur Terre, hein. C'est pas en mer. J'ai quelque chose à vous dire. Oui. Alors, il y a un film de tornade ou de cyclone là que j'ai vu. Oui. Ça s'appelle Twister, un truc du genre comme ça. Oui, c'est ça, c'est Twister. Ouais, c'est assez parlant. Ça décoiffe un peu, ouais. Effectivement, ça décoiffe un peu. Alors, on va parler des énergies. Alors, les énergies, la consommation donc, mondiale d'énergie primaire, c'est 13 972 MTPE. Alors, MTPE, ça veut dire quoi? C'est millions de tonnes en équivalent pétrole. Alors, comme vous pouvez voir ici, donc 81,3, c'est la part d'énergie fossile dans le mix des énergies mondiales. Donc, ça veut dire qu'on pioche encore beaucoup sous terre pour avoir donc des énergies comme le charbon, par exemple, le gaz naturel, le pétrole. Voilà, donc on a une part fossile qui est très, très, très importante dans la consommation mondiale. Juste à côté, donc, vous avez un tableau qui nous donne les émissions mondiales de CO2 qui sont liées à la combustion d'énergie, de 32 840 millions de tonnes de CO2. Donc, c'est quelque chose de vraiment énorme. On va passer à la diapo suivante. Donc, la production mondiale d'électricité. Alors, la part d'électricité dans la consommation mondiale d'énergie, donc c'est pas tout à fait 19%. C'est 25 606 TWh, ce qui correspond à 1 milliard de kilowatts. Donc, le TWh, c'est 1 milliard de kilowattheures. Donc, c'est 25 606 milliards de kilowattheures. On retrouve toujours donc notre charbon, gaz naturel, le pétrole qui est là. Alors, ça, c'est la production mondiale d'électricité, hein, d'accord? Donc, on utilise toujours du charbon pour fabriquer de l'électricité, du gaz naturel, du pétrole, du nucléaire et de l'hydroélectricité à 15,9%. Et puis, quelques énergies renouvelables, mais c'est 9%, hein, c'est pas beaucoup en fait. On va regarder la consommation en France d'énergie primaire. Donc, on est à un total de 249 millions de tonnes en équivalent pétrole en 2018. Alors, c'est ce que j'ai trouvé le plus récent. J'ai voulu mettre à jour, mais bon, j'ai pas trouvé plus récent.
Alors, comme vous pouvez constater, donc c'est le nucléaire le plus important puisqu'on est à 41,1%. Après, donc, on a du pétrole qu'on importe de 28,6%. On a du gaz aussi qu'on importe. Et l'énergie donc propre, sachant que c'est la biomasse solide, donc c'est surtout du bois, c'est 4,3%. Et après, on trouve l'hydraulique à 2,3, le biocarburant à 1,3, les pompes à chaleur 1, l'éolien 1, et puis autres, ainsi de suite. Alors là, il y a quelques photos de quelques centrales d'énergie. Donc, on trouve la première à gauche, c'est une centrale thermique. Donc, ça peut être une centrale qui travaille avec du gaz, ça peut être du charbon. Bon, quand c'est thermique, on peut avoir plusieurs sources, hein, mais là, en l'occurrence, c'était bien du gaz. Là. Après, donc, on a une centrale hydraulique, hein, c'est surtout avec des barrages, et on trouve la centrale qui est en bas du barrage, hein, de façon à avoir l'eau qui descend toute seule, et puis, mais bon, on va l'expliquer au fur et à mesure. On a une centrale solaire qui est là, une centrale à charbon qui est là, une centrale éolienne qui est là, et la centrale nucléaire qui est là. On va essayer d'expliquer la centrale thermique. Alors là, c'est vraiment schématisé. Hein. Là, il y aura une vidéo pour chaque centrale hein, que je vous mettrai dans les annexes. Hein. Vous verrez, c'est quand même assez intéressant. Ça expliquera sûrement mieux que moi. Là, je vais schématiser au maximum, mais vous verrez, c'est quand même assez sympa comme vidéo. Donc, on a un combustible qui est en bas à gauche. Ça peut être du charbon, hein, ça peut être du gaz. Après, on trouve une chaudière qui nous fournit, donc, en chauffant, donc, on va avoir de la vapeur. La vapeur qui va venir faire tourner une turbine avec un alternateur. Et l'alternateur, c'est lui qui va transformer notre courant. Donc, on va avoir du courant électrique ici. Donc, c'est lui qui va fournir le courant. Et après, donc, on a un circuit de refroidissement qui nous permet donc de faire repasser la vapeur en eau et on revient donc dans notre chaudière avec la pompe qui nous ramène l'eau dans la chaudière. Là, on a la centrale nucléaire. Donc, la centrale nucléaire, comment elle fonctionne? Donc, c'est toujours schématisé, hein, comme je vous disais. Donc, on a un circuit primaire, donc c'est dans le réacteur, donc la fission des atomes d'uranium produit une grande quantité de chaleur. Cette chaleur fait augmenter la température de l'eau qui circule autour du réacteur à 320 degrés. L'eau, elle est maintenue sous pression de façon à empêcher l'ébullition. Le circuit, il est fermé, donc on appelle ça le circuit primaire. Hein, c'est tout à fait, donc au départ, c'est ce qui est le plus proche donc, de la fusion des atomes. Puis on trouve un circuit secondaire, le circuit secondaire donc, qui est là. Donc les trois sont indépendants, hein, que ce soit primaire, secondaire et le circuit de refroidissement, les trois sont indépendants. Alors, le circuit secondaire, donc, il communique avec le circuit primaire, mais il touche, mais sans être, il est complètement indépendant. En fait, c'est la chaleur hein, qui est dedans. Donc, il communique avec le deuxième circuit, donc appelé le circuit secondaire, par l'intermédiaire d'un générateur à vapeur. Dans ce générateur à vapeur, donc c'est l'eau chaude du circuit primaire réchauffe l'eau du circuit secondaire qui transforme en vapeur. La pression de cette vapeur fait tourner donc la turbine qui entraîne à son tour un alternateur. Grâce à l'énergie fournie par la turbine, l'alternateur produit donc du courant électrique alternatif. Un transformateur donc élève la tension de courant électrique produit par l'alternateur pour qu'il puisse facilement être transporté. Et en général, on le transforme à 25 000 volts, donc c'est vraiment de la très, très haute tension.
Puis on trouve donc le circuit de refroidissement qui est là. Donc à la sortie de la turbine, donc la vapeur du circuit secondaire est à nouveau transformée grâce à un condenseur. Dans le circuit circule l'eau froide en provenance de la mer, d'un fleuve. C'est le troisième circuit appelé donc le circuit de refroidissement. Et logiquement, ça doit même passer dans les tours, je crois. Les 3 circuits sont indépendants. Oui, effectivement, donc on a donc ce 3e circuit qui passe dans les tours de façon à refroidir un peu plus. Et après, donc c'est l'eau de la mer ou d'un fleuve qui nous permet de refroidir à ce niveau-là. Donc la centrale hydraulique, en fait, là c'est l'eau qui nous fait tourner la turbine, étant donné que l'eau là en amont elle est plus haute qu'en bas, donc elle descend, ça nous fait tourner la turbine. Là c'est pareil, on a la turbine qui nous génère donc du courant électrique, que lui il est transformé toujours à 25 000 volts et puis transporté après dans d'autres endroits. C'est plus facile à transporter avec des câbles plus minces, sinon il nous faudrait des câbles énormes pour pouvoir transporter du courant de basse tension. Là, on a une centrale éolienne. Donc, on a l'hélice qui tourne à 22 tours minute à ce niveau-là. On a la couronne qui nous fait tourner carrément donc, le système en fonction de la direction du vent. On a l'arbre principal qui tourne, qui nous entraîne donc un multiplicateur ici, et que lui, donc, il nous fait tourner la génératrice qui est là, et celle qui nous fournit du courant. Et on se sert aussi du disque de freinage pour cumuler donc un courant supplémentaire. C'est ce qui nous donne donc le courant que lui, donc apparemment, il est toujours transporté à 25 000 volts pour aller dans une autre centrale. La centrale solaire, par elle, c'est pareil. On a donc des photovoltaïques, mais là, c'est de la basse tension qui est transformée donc, par un onduleur au départ en courant continu. Cette basse tension, donc, après, donc, elle est transformée en 380 volts par un transformateur ici. Et là, c'est pareil, on revient donc toujours à notre système de haute tension au niveau des pylônes pour pouvoir transporter donc l'électricité. Et enfin, donc, on retrouve donc cette centrale géothermique. Celle-là, on n'en a pas du tout parlé, mais en fait, c'est peut-être une centrale qui est vraiment pas mal parce que là, il nous faut pas grand-chose. Il nous faut donc une pompe pour pouvoir injecter de l'eau froide donc dans la terre. On va à 1500-2000 mètres de profondeur et l'eau après, elle remonte chaude. Donc après, c'est un peu comme un système de radiateur. On rentre d'un côté, c'est chaud et puis on ressort, c'est froid. Donc après, quand on a réchauffé tout le reste, après, ça revient en eau froide et puis ça retourne et on refait un petit coup de pompage pour l'injecter dans le puits d'injection. Donc, on a parlé de toutes ces centrales. Là, effectivement, il nous manque quelque chose d'essentiel, en fait. Et ce quelque chose d'essentiel, c'est le stockage. Parce qu'en fait, tout ce qu'on produit en électricité, on est obligé de consommer. Parce qu'on n'a rien de spécial pour stocker. C'est pas dans des batteries ou dans des choses comme ça qu'on pourrait stocker de l'électricité. Ou alors, si on en stocke, c'est vraiment pas grand-chose par rapport à nos besoins. Donc, si on avait quelque chose pour pouvoir stocker l'électricité, ce serait vraiment génial. Il y a les bassins de rétention? Ouais, mais c'est... dans cette centrale-là, tu veux dire? Non, je pensais... Pour le stockage de l'électricité? Je pensais, oui, l'électricité en général, oui. Pardon, je n'ai pas suivi sur le thermique.
Bah, l'électricité, c'est difficile à stocker. Hein. Mis à part les batteries, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a rien pour stocker l'électricité. Donc, ce qu'on produit, en fait, on est obligé de consommer. Et oui, voilà. Et justement, moi, j'avais vu, je sais plus où ça doit être un super sorcier, je crois. Mais j'explique le même principe que le barrage, sauf que là, c'est un réservoir. C'est pas une rivière, c'est vraiment deux réservoirs, un bas et un haut. Et donc, pareil, quand tu as besoin d'électricité, tu fais couler l'eau. Oui. Mais quand tes panneaux solaires et tes éoliennes produisent plus que ce que tu consommes, à la place des turbines, tu as des pompes qui repompent l'eau en hauteur. On consomme l'électricité pour faire remonter l'eau. D'accord, mais là, tu freines la production, en fait. Tu ne stockes pas l'électricité. Ah, en fait, tu la stockes sous forme d'eau en hauteur. Ouais, mais bon, c'est pas du stockage de l'électricité proprement dit. Ah bah non, l'électricité en soi, c'est un courant. Voilà, c'est ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand on consomme, on est obligé quand on produit, on est obligé de consommer. Oui. Donc, si un jour on a moins d'électricité et qu'on en achète, par exemple, en Allemagne, hein, comme ça a été le cas, hein, c'est parce que justement l'Allemagne, en ce moment-là, elle en produisait davantage, donc elle était en capacité de nous la vendre. Voilà. Mais sinon, effectivement, il n'y a rien pour la stocker. Quoi. Donc, tout ça, toutes ces annexes, vous allez les avoir donc, sur Dropbox. Hein, je vais tout télécharger dedans. Et vous verrez, donc, il y a plein de vidéos. Donc, le fonctionnement d'un réacteur PWR, par exemple, vous voyez, les cycles combinés de gaz, tout ça. Il y aura donc une vidéo sur les ouragans, les typhons, cyclones. Et puis après, donc, vous allez avoir aussi donc, en PDF la composition de l'atmosphère et les mers, les vents, tout ça. Donc, je vais vous mettre tout ça en pièces jointes sur Dropbox. Voilà, j'en ai fini avec la Terre. Bon, si vous avez des questions, bon, j'essaierai de répondre. Merci. Merci. Merci.